Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous pouvez bénéficier d'une super promo en allant sur nordvpn.com/seriousnorth. Plus d'informations en fin de vidéo. On regarde tous les Jeux Olympiques, mais qui connaît la personne qui a donné naissance à ce projet en 1896 ? Il s'agit d'un Français, Pierre de Coubertin, dont l'évocation évoque un certain malaise chez les responsables politiques d'aujourd'hui. On va se plonger ensemble dans son parcours et sa vie, et essayer de comprendre quelle était la part d'ombre de ce personnage, et comment est-ce qu'il s'y est pris pour créer la référence des compétitions sportives, les JO. Pierre de Coubertin naît le 1er janvier 1863 à Paris. Nouvelle année et nouvel enfant pour sa famille très catholique, aristocratique et royaliste. On imagine l'ambiance à la maison. Son père est artiste peintre et sa mère élève la fratrie de 4 enfants, 2 frères avec qui Pierre ne s'entendra jamais et une sœur. Dites-vous que la famille a une page Wikipédia qui retrace les descendants jusqu'en 1470, donc vraiment en termes de pistonnage, Coubertin, il devait avoir quelques facilités. À l'école, il est bon élève et il étudie le grec et le latin, comme c'est fréquent à l'époque, mais il ne réussit pas l'examen d'entrée à Saint-Cyr, une école militaire fondée par Napoléon en personne. Du coup, il se rabat vers le droit, et c'est dans cette période qu'il va faire plusieurs voyages au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il n'a alors que 20 ans. C'est déjà un enthousiaste du sport. Il pratique l'aviron, la boxe, l'escrime et surtout le tir à un très haut niveau. Mais pendant son séjour dans les pays anglo-saxons, il va être vraiment fasciné par la culture sportive et par la pédagogie qui y règne. Par exemple, il devient fanatique du rugby qui est pratiqué dans les écoles. Et quand il compare, il trouve que ça manque beaucoup d'énergie dans les écoles françaises. Il se dit que la morale religieuse recule en France et qu'il faut installer quelque chose de nouveau dans l'éducation. Coubertin est de la génération qui a ressenti la grande défaite de la France contre la Prusse en 1870. Il est très marqué par ça et il veut redonner de l'énergie à son pays. Et il se dit, pourquoi ne pas le faire via le sport ? Pour ce faire, il crée un comité de propagation des Jeux athlétiques en 1888. Son idée n'est pas très bien accueillie parce qu'on estime que c'est un peu inutile d'accorder du temps au sport alors qu'il faut toujours se former au grec et au latin, par exemple. Donc pour convaincre l'enseignement d'inclure l'activité physique, il a besoin d'une astuce. Il se dit qu'il faut créer un enjeu international autour de la question. C'est là qu'émerge l'idée de réanimer les Jeux Olympiques de l'Antiquité. C'est le moyen qu'il trouve pour mettre le sport au centre de l'éducation. Il faut dire que c'est une idée qui flottait déjà dans l'air du temps. Il y a Pascal Grousset, un concurrent de Coubertin, qui avait déjà eu l'envie de recommencer les Jeux Olympiques, mais il ne pensait qu'à des Jeux nationaux, donc seulement en France. Et ça va être toute la différence. Coubertin veut faire un événement international avec un tas de pays participants, qui soit régulier dans le temps, et surtout créer une organisation qui va circuler à travers les nations. Le sport va donc être internationalisé, et c'est là où Coubertin fait preuve de vision. Il va donc reprendre le principe des Jeux Olympiques de l'Antiquité qui se sont tenus depuis le 8e siècle avant notre ère pendant une durée d'environ 1200 ans. Donc c'était quelque chose qui était très ancré, mais Coubertin veut bien sûr faire plus qu'une simple cover, il veut moderniser la chose. Il n'est pas dans le même esprit radical que les athlètes antiques qui demandaient à Zeus de leur donner soit la couronne, soit la mort. À l'époque, par exemple, il n'y avait pas du tout de médaille d'argent ou médaille de bronze. C'était premier ou rien. Et Coubertin, par exemple, il veut s'écarter de ça. Parce qu'il dit très bien, de l'Antiquité, nous ne prétendons rétablir qu'une chose, la trêve, la très sainte, que consentaient les nations grecques pour contempler la jeunesse et l'avenir. Il réussit à réanimer cette trêve grâce à ses qualités, puisqu'il est excellent orateur, il peut convaincre une assemblée sans souci, et ensuite par son réseau, qui lui vient de sa famille. En 1892, il lance un premier appel enflammé en faveur du rétablissement des Jeux lors d'une conférence à la Sorbonne. Le public est enthousiaste, mais concrètement, il y a peu de retombées par la suite. Coubertin va donc passer 2 années pour rassembler du monde derrière son projet. Il va même voyager aux États-Unis et en Angleterre pour les convaincre de le suivre dans son idée. Il utilise pour ce faire le soutien de Alphonse Chaudron de Courcelles, qui était chaud bouillant. Et je dis pas ça parce que Chaudron... c'est surtout un ancien ambassadeur. Il a donc des relations diplomatiques qui vont beaucoup aider Coubertin. Et 2 années plus tard, en 1894, ce dernier réussit à faire valider l'idée des Jeux Olympiques lors du congrès annuel de la Fédération Omnisport. 13 pays sont présents au congrès, dont les États-Unis et l'Angleterre, mais aussi, entre autres, l'Italie, la Grèce ou la Belgique. Il faut désormais une institution qui va s'occuper de ça, et lors de ce même congrès, on crée donc le CIO, le Comité International Olympique, qui existe encore aujourd'hui. Alors c'est d'abord l'écrivain grec Dimitrios Vikelas qui est choisi pour présider ce comité, et en clin d'œil à l'histoire, les premiers Jeux Olympiques modernes se déroulent évidemment à Athènes,
en 1896. De Coubertin, il vit un petit peu ça comme une défaite, parce qu'il aurait préféré que la renaissance de la compétition se fasse en France, mais il est quand même rassuré par l'hystérie du peuple grec lors de la victoire au marathon d'un porteur d'eau, Spiridion Louis, je ne sais pas si je le prononce correctement d'ailleurs, et les Grecs profitent de ce succès et proposent que tous les Jeux Olympiques se déroulent dans leur pays. Mais cette fois, Coubertin se fait entendre et refuse. Il devient dans la foulée président du CIO et fait en sorte que la deuxième édition se déroule à Paris en 1900, au même moment que l'exposition universelle. Mais c'est l'État qui va se charger d'organiser les Jeux, ce que Coubertin supporte mal, lui qui se voyait déjà en star de l'événement. Et en plus, Alfred Picard, le commissaire de l'exposition universelle, est un grand républicain et il voit de mauvais œil cette compétition créée par un noble d'1,62 m qui fait un peu le malin. Voilà. Les Jeux vont donc être relégués au fin fond du bois de Vincennes et personne ne s'y intéressera vraiment dans l'enthousiasme de l'expo. Coubertin se sent humilié et à partir de ce moment, l'olympisme français commence déjà à lui échapper. Mais les Jeux continuent à s'organiser et à devenir de plus en plus populaires, jusqu'en 1912, où ils ont lieu à Stockholm. Là, ils vont prendre une nouvelle tournure, puisque les États vont commencer à prendre la compétition au sérieux. Comme dit le spécialiste de la géopolitique du sport Jean-Baptiste Guégan, les Jeux Olympiques modernes traduisent l'état du monde. Là, ils commencent à traduire la course aux armements qui se déroule en Europe à ce moment-là, 2 ans avant la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de subventions distribuées par les gouvernements pour soutenir les athlètes. Et d'ailleurs, autre anecdote, en 1912, c'est aussi la première fois qu'il y a des compétitions artistiques au JO. Voilà, c'est un souhait de Coubertin et ça va durer jusqu'en 1948. Il y a 5 catégories, la littérature, l'architecture, la musique, la peinture et la sculpture. Personnellement, je trouve ça trop stylé. J'aurais trop kiffé qu'il y ait encore ça, mais bon. Mais après, toutes les œuvres d'art présentées doivent quand même avoir un lien avec le sport, évidemment. Et Coubertin va y participer sous un pseudonyme et gagner la médaille en littérature avec son poème « Ode au sport ». Voilà. C'était pas assez d'inventer les JO, il a fallu qu'il participe et qu'il gagne aussi. Dans cette œuvre, on voit bien l'importance du sport pour lui. Et voici la dernière strophe. « Ô sport, tu es la paix, tu établis des rapports heureux entre les peuples en les rapprochant dans le culte de la force contrôlée, organisée et maîtresse d'elle-même. Par toi, la jeunesse universelle apprend à se respecter et ainsi la diversité des qualités nationales devient la source d'une généreuse et pacifique émulation. » Bon ok, il avait un pseudonyme, mais je me demande quand même si le jury n'est pas de mèche, parce que c'est pas oufissime. Voilà. Après, qui suis-je pour juger un poème ? Personne finalement. Tout le monde a bien sûr oublié ce poème, mais il y a une autre contribution de Coubertin qui est restée gravée à travers les années, c'est le dessin qu'il a fait en 1914 du fameux logo olympique. Les 5 anneaux pour représenter les 5 continents. Coup dur pour l'Antarctique qui est un petit peu oublié là-dedans, mais il faut avouer que ce logo a très bien fonctionné et il fonctionne toujours plus d'un siècle après. Ce que je trouve assez fou, personnellement. Genre, sans être graphiste, a priori, faire un logo comme ça qui tient aussi bien dans le temps, franchement bravo. Bref, le logo c'est son œuvre, mais par contre on lui a aussi prêté des choses qui ne sont pas de lui. Par exemple, les citations. La plus connue bien sûr, c'est « L'important c'est de participer ». Voilà, c'est une phrase qu'il a dérobée à l'évêque de Pennsylvanie lors d'une messe à Londres pendant les Jeux de 1908. Et ce n'est pas le seul moment où il fait preuve de kleptomanie verbale, puisque même la devise des JO n'est pas de lui. Le fameux « plus vite, plus haut, plus fort », c'est totalement inspiré par un ami de longue date, le prêtre Dominication, Père Didon. Mais le père, il avait prononcé les mots dans un ordre différent. Lui disait plus vite, plus fort, plus haut. Et la hauteur était entendue au sens spirituel. Voilà, c'était la conclusion. Se rapprocher de Dieu. Voilà. Coubertin change donc l'ordre pour donner un côté laïque à la devise et la rendre plus universelle. À l'occasion de la guerre 14-18, il fait déménager le CIO à Lausanne en Suisse pour le mettre dans un territoire plus neutre. Et lorsque la France sort vainqueur du conflit, Coubertin veut prouver à tout le monde que c'est grâce au sport. Il en parle dans ce passage épique qui fait aussi écho à la défaite de 1870 qu'on a mentionné au début. C'est par les sports que la France, aussi héroïque mais infiniment plus forte qu'en 1870, a su dresser devant l'invasion un puissant rempart musculaire. Après avoir ainsi préparé d'incomparables soldats, l'athlétisme a su encore entretenir leurs ardeurs et consoler leurs souffrances. Voilà, j'espère que les cours de PS vont bien fonctionner en cas de Troisième Guerre mondiale. On croise les doigts. En tout cas, l'analyse de Coubertin se discute, mais ce qui est sûr, c'est que les JO deviennent de plus en plus un événement majeur et leur fondateur sent que c'est le moment de commencer à laisser la main. On est en 1924 et Coubertin a 61 ans lorsqu'il réussit son dernier coup d'éclat, réorganiser les Jeux à Paris. Mais décidément, il ne connaîtra pas beaucoup de bonheur dans son pays parce qu'il se sent encore humilié. Lors de la cérémonie d'ouverture, il est placé au 7e rang de la tribune officielle, qui est classé par ordre d'importance. Voilà. Il quitte la présidence du CIO avant de décéder 12 ans plus tard, en 1937,
ruiné et triste, loin de l'œuvre de sa vie. Plus grand monde ne se souvient de Coubertin et seuls quelques rares journaux mentionnent sa mort. Il faudra attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour qu'il soit commémoré et réhabilité. Des salles de sport et des rues commencent à porter son nom. C'est l'époque où De Gaulle fait de l'olympisme un objectif national. Il veut que la France récupère un maximum de médailles. En 1964, à l'occasion du 100e anniversaire de Coubertin, Avery Brundage, le président du CIO, prononce un discours très élogieux, disant que c'est une religion du XXe siècle que Coubertin a fondée avec le mouvement olympique, une religion de portée universelle, qui contient toutes les valeurs de base des autres religions, une religion moderne, passionnante, virile, dynamique, qui plaît à la jeunesse et nous, membres du comité international olympique, sommes ses disciples. Ici, pas de différence de caste, de race, de famille ou de fortune. Sur les terrains de sport, chacun gagne ou perd selon son propre mérite. Voilà un discours qui place carrément Coubertin au rang de prophète, en fait. Et pourtant, il y a quelque chose à creuser pour avoir toute la vérité. En 2022, un ex-champion olympique et ministre des Sports de l'époque Juppé, Guy Dru, propose au président Macron de faire rentrer Coubertin au Panthéon. Mais le dossier est très rapidement abandonné. Pendant les récentes préparations des JO de 2024, ni Macron, ni la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, ni la maire de Paris Anne Hidalgo ne participent aux hommages rendus par le CIO à Coubertin. Comment expliquer ça ? Pour ça, il faut revenir aux années 80, lorsque les scientifiques commencent à rassembler les nombreux écrits qu'il a laissés. C'est plus de 3114 pages. C'est à partir de ce moment qu'on commence à avoir un regard plus critique sur le personnage. En 1981, le sociologue Jean-Marie Braun publie Le mythe olympique, un des ouvrages qui va commencer à remettre en question Coubertin. On y découvre sa misogynie, il imaginait les JO sans femmes, écrivant qu'elles seront toujours d'imparfaites doublures des hommes. Il écrit aussi que leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner des vainqueurs, alors même que les femmes ont commencé à participer aux épreuves dès la deuxième édition des JO en 1900, où il y avait 22 participantes sur un total de 1000 athlètes. Il y a plusieurs visions à ce sujet, et on va laisser les académiciens parler. En tout cas, je vais laisser les académiciens parler, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, il y a l'historien Louis Violette dit que Coubertin vivait dans un monde d'hommes, et que c'est une caractéristique de son époque que de laisser peu de place aux femmes. Mais par contre, l'historienne Julie Gaucher est beaucoup plus critique et déclare à ce sujet que le mouvement sportif féminin existait déjà et il a refusé de le prendre en considération avec des propos d'une très grande misogynie dans lesquels la femme devait finalement rester à sa place. Coubertin s'est par exemple opposé à Alice Milia qui voulait des épreuves d'athlétisme féminin au JO. Devant ce refus, elle a créé de son côté une compétition pour les femmes en 1922 qu'elle a appelée Jeux mondiaux féminins. Même si elle est décédée dans l'anonymat total, elle a été célébrée avec beaucoup d'enthousiasme pendant les JO de 2024, donc à l'inverse de Coubertin. En plus de ce côté misogyne, Coubertin a aussi écrit des choses horriblement racistes. Par exemple, « Dès les premiers jours, j'étais un colonialiste fanatique. Les races sont de valeurs différentes, et à la race blanche d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. » Louis Violette commente en disant que il, donc Coubertin, était un colonialiste assumé. Il estimait que c'était un bienfait humain, notamment pour les populations locales. À l'époque, il y avait très peu de membres des élites pour réfuter et critiquer la colonisation. Patrick Clastres, qui lui a travaillé toute sa vie sur la figure de Coubertin, le replace dans son contexte politique, déclarant que c'est un intellectuel de la droite conservatrice de son époque, antidémocratique, antisocial, antipopulaire. Il s'est toujours retrouvé dans le sens inverse de l'histoire, sur tous les sujets. Et à un moment où il était bien à contresens de l'histoire, c'est clairement au moment des JO de Berlin en 1936, qui se tiennent donc dans l'Allemagne nazie. L'attribution s'est faite en 1931, alors que Coubertin n'est plus dans le CIO, et que l'Allemagne est à l'époque la République de Weimar, donc encore loin d'être gouvernée par Hitler. Pourtant, plus la date des JO approchait, et plus la communauté internationale appelait au boycott, un appel auquel Coubertin est resté sourd. Il va continuer à soutenir ces Jeux, avant, pendant et même après leur déroulement, alors que l'organisation a été en gros un vaste moment de propagande pour le nazisme. Même s'il ne s'y est pas rendu personnellement, alors qu'il y était invité, il a écrit dans la presse « La grandiose réussite des Jeux de Berlin a magnifiquement servi à l'idéal olympique. Les Français, qui sont seuls ou presque à jouer les Cassandres, ont le plus grand tort de ne pas comprendre ou de ne pas vouloir comprendre. » Dernièrement, une lettre de Coubertin envoyée à Hitler en 1937 a refait surface. Il exprime sa reconnaissance pour le soutien allemand à l'olympisme et témoigne de son profond dévouement au dictateur allemand. Voilà. Peut-être qu'il y a un lien avec les 10 000 marques allemands qu'on lui a envoyées en tant que don d'honneur aux rénovateurs des Jeux Olympiques.
alors qu'il était au plus mal économiquement. Ou alors ça peut être aussi à cause d'Hitler qui a fait croire à Coubertin qu'il avait une chance d'être prix Nobel de la paix en 1936. Je sais pas. Le CEO est bien conscient de ce malaise entre son fondateur et les JO de 36. Le biographe Émeric Mantoux, qui a écrit « L'homme qui n'invente pas les Jeux Olympiques », déclare par exemple « Quand j'ai demandé les archives de Coubertin autour des Jeux de Berlin, le CEO m'a répondu qu'il les avait perdus. » Finalement, un peu comme Coubertin qui a perdu l'estime de son pays et entaché très lourdement sa réputation, alors qu'il aurait pu être une figure célébrée ouvertement pendant les Jeux Olympiques dans sa ville, à Paris, aujourd'hui en 2024. Malgré tout, même si on a dit que les politiciens ne se bousculent pas pour honorer sa mémoire, un hommage lui a été rendu lors de la cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous vous souvenez, aux côtés d'autres figures et mythes français, et le serment olympique qu'il a écrit en 1920 a été prononcé par 2 athlètes, 2 entraîneurs et 2 juges, comme le veut la tradition. Pour ceux qui n'ont pas vu dans la cérémonie d'ouverture, il me semble que c'est un truc juste visuel. C'est genre, il y a une photo en fait. Voilà. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est quand j'ai vu cette photo, j'ai fait, lui c'est qui ? Pierre de Coubertin, tu connais pas Pierre de Coubertin ? Je fais non. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo. Voilà l'histoire de la jeunesse de la vidéo. On continue. Enfin, je dis on continue, mais en vrai, c'est déjà la fin. Parce que voilà, c'était la vie et l'héritage de Pierre de Coubertin. Ça a contribué à faire du sport un moment de bonheur entre et à travers les pays, mais c'est aussi un homme qui, contrairement à d'autres, n'a pas eu l'intelligence de s'opposer au racisme, au sexisme de son époque. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, est-ce que vous savez ce qui n'a pas de face cachée ? NordVPN. NordVPN, c'est un VPN, vous savez sûrement ce que c'est, mais je vais vous le rappeler très vite fait. Un VPN, c'est un Virtual Private Network. En gros, c'est quelque chose que vous installez sur votre machine, donc tablette, téléphone, ordinateur. Avec NordVPN, vous pouvez avoir jusque 10 appareils avec le même compte. Et donc, ça se met entre Internet et vous. Ça a 2 avantages majeurs. Ça, en gros, chiffre vos données. Donc, en fait, tout ce qui va sortir de votre appareil va être chiffré grâce au VPN. Donc par exemple, si quelqu'un essaie de lire les informations que vous transmettez à Internet, ça sera chiffré, donc cette personne ne pourra pas lire. Et l'autre intérêt, c'est que ça peut faire croire à Internet que vous êtes à un autre endroit. Donc par exemple, vous pouvez vous connecter genre depuis les États-Unis, depuis l'Asie, depuis n'importe où en fait. Voilà. Et donc l'intérêt, c'est que si par exemple vous êtes sur un site de streaming et que vous voulez accéder à quelque chose qui n'est pas dans votre pays, vous pouvez facilement le faire. Alors là, on pourrait se dire ouais, mais en fait NordVPN, par contre, il voit quand est-ce que vous vous connectez, quand est-ce que vous utilisez le VPN, etc. Genre il y a les logs en fait. NordVPN a une no log policy, donc ça c'est important. C'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas de registre d'activité. Tout ça c'est l'abonnement basique. Il y a aussi l'abonnement essentiel. Dans l'abonnement essentiel, il y a la protection anti-menace pro. Donc là il y a une protection du web avec les sites malveillants, etc. Une protection de vos fichiers, c'est-à-dire que ça va analyser les fichiers de votre ordinateur et vous dire lesquels peuvent être malveillants, et aussi une détection des vulnérabilités, donc quelles applications sur votre appareil peuvent avoir des risques. Et enfin, il y a un 3e abonnement qui est l'abonnement ultime, et là-dessus, vous pouvez trouver NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est hyper important. J'en ai un, j'en ai eu plusieurs différents, etc. Depuis je sais plus combien de temps, mais en vrai, ça me change la vie, et peut-être que ça m'a sauvé la vie, j'en sais rien. Et il y a NordLocker, c'est 1 Tera de stockage dans le cloud chiffré. Peu importe ces 3 abonnements, sur l'abonnement de 2 ans, vous avez une offre incroyable, puisque vous avez 4 mois offerts en suivant ce lien ou ce QR code. Donc régalez-vous et vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Merci à vous d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous posiez la question de vas-y, ça me travaille de plus en plus d'avoir un VPN parce que en fait j'en aurais eu besoin pour ça, le code de qui je prends, quel influenceur, quel pub, quel machin. C'est maintenant là. Merci à eux, merci à vous.